Salut. Pourquoi on m'entend pas? Ah si, là on m'entend. Parce que là on m'entend. Voilà, tu vois, on a un quart d'heure de discussion préalable et au final il y a quand même des problèmes. Ok, là c'est bon. Est-ce que tu peux dire un truc pour que je m'assure qu'on t'entende aussi? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je pense qu'on devrait t'entendre. Voilà, il y a Schnoufy06 qui nous dit qu'on nous entend. Donc je vais devoir le refaire, super. Vraiment la VOD va être hyper chiante à retravailler. Je disais bonjour, bonjour YouTube, Spotify, abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez des commentaires, soyez généreux. Donc aujourd'hui on est avec Alexis. Salut mon fils. Ah oui, c'est probablement ma mère du coup. D'accord, ok. Bah, bonjour maman, hein, voilà. On est donc avec Alexis qui va nous parler de sa thèse, de ses recherches. Du coup Alexis, est-ce que avant de nous parler de tout ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours universitaire avant la thèse? Ok, donc moi c'est Alexis, j'ai 25 ans. J'ai commencé mon parcours universitaire à la sortie du bac, à 18 ans, Mhm. où j'ai emménagé à Montpellier. Là-bas, j'ai fait une licence qu'on appelle une licence biologie-écologie, Mhm. évolution. Donc, c'est une licence où on va étudier l'écologie au sens scientifique du terme, pas au sens politique du terme. C'est-à-dire, on va étudier les interactions entre les espèces et l'évolution. Donc, pour faire court, comment des populations changent au cours du temps. Donc, ça, c'est une licence qui dure 3 ans, du coup, que j'ai commencé en 2017 et que j'ai terminé en 2020. À peu près au moment du Covid, ensuite, je suis rentré dans un master qui fait partie d'une mention qui s'appelle la mention BEE, pour aussi biologie, écologie, évolution, toujours à Montpellier. Le master s'est intitulé sobrement Master Darwin, où en fait, je suis un peu continué les études que j'ai faites tout simplement en licence. On est allé un peu plus loin, évidemment. Ça s'est soldé par 2 stages de recherche. Et à l'issue d'un de ces stages de recherche, j'ai par la suite passé un concours qui s'appelle le concours de l'école doctorale. On pourra y revenir un peu après dessus. Euh, et immédiatement après mon master, donc j'ai terminé mon master en juin 2022, en septembre 2022, j'avais commencé ma thèse. Et là, je suis en train de la terminer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui du coup t'a poussé à te diriger vers la thèse et la recherche? Qu'est-ce qui t'a donné envie là-dedans? Alors, en fait, je pense que c'est un rêve d'enfant, comme beaucoup de mes collègues qui sont paléontologues, du coup, ou qui font de la paléontologie ou de la paléobiologie. On était tous fascinés par des animaux préhistoriques. Moi, dans mon cas, c'était les dinosaures. Et pendant assez longtemps, je me suis dit que bah, j'avais vraiment envie de travailler là-dedans, mais jusqu'à la fin de mon adolescence, en fait, je savais pas trop comment m'y prendre. Qu'est-ce que c'est paléontologue finalement? Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué en fait que bah, pour devenir paléontologue, fallait avoir un minimum un master et préférentiellement un doctorat. Alors, ces termes-là, on les entend quand on est jeune étudiant, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, par la force des choses, bah, du coup, je me suis renseigné et j'ai très vite compris que si jamais je voulais devenir paléontologue, bah, je serais bien obligé de passer par le cursus LMD classique, donc licence, master, doctorat. Et c'est pour ça que j'ai fait de la recherche. Et pas un seul moment, quand j'ai commencé mon cursus, je me suis dit que j'avais envie de changer. C'était toujours ce qui m'intéressait et je suis là maintenant, quoi. Donc voilà. Ok, donc ce que tu nous dis, c'est que toi et tes collègues, vous faites partie de ceux d'entre nous qui ont vu Jurassic Park en étant petits et qui se sont dit c'est exactement ça que je veux faire. Et bah en fait, figure-toi que non. Jurassic Park, c'est loin d'être mon film préféré. Non, moi j'ai vu quand j'étais petit Sur la Terre des dinosaures, ce documentaire de la BBC, Mhm. truc qui m'a fasciné, que je regardais en boucle quand j'étais gamin. Et ouais, en fait, c'est ça qui m'a fait vraiment, qui m'a donné l'envie.
Et d'ailleurs, je suis très content parce que avec la fin de ma thèse qui s'annonce, j'ai vu que la BBC annonçait un remaster un remake de Sur la Terre des dinosaures. Donc voilà, c'est un très beau cadeau de fin de thèse. Voilà, c'est moi. J'ai contacté la BBC en avance et je leur ai dit, D'accord, ce serait ok. sympa, ce serait sympa. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Euh, alors du coup, juste avant d'attaquer la thèse, généralement on est en master, hein, c'est ce qui arrive. Au cours de la première année, on fait un stage de 2 mois, si je dis pas de bêtises, et Tout à fait. la deuxième année, c'est un stage de 6 mois. Est-ce que tes stages de master étaient déjà orientés sur la même thématique que ta thèse, ou est-ce que tu as fait des choses différentes avant de te rediriger vers ce que tu fais maintenant? Oula, pas du tout. Alors, mon premier stage de master en M1, j'ai fait de l'évolution bactérienne. D'accord. Rien à voir. J'ai analysé des génomes de bactéries et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui, dans leur génome, faisait que certaines populations pouvaient évoluer plus vite ou non. En revanche, mon stage de Master 2 est un peu une introduction à ce que va donner ma thèse. En fait, c'est en continuant mon stage de Master 2 et en discutant avec mes superviseurs de l'époque qu'on a réussi à assembler et à créer mon projet de thèse. Donc, c'était déjà à ce moment-là, pour mon stage de Master 2, les requins. Et là, maintenant, c'est surtout les requins et un peu les raies D'accord. pour ma thèse. Ok. Donc voilà, tu fais partie de ceux qui ont eu cette chance d'avoir entre guillemets 6 mois de plus pour leur thèse en travaillant un peu le sujet. Est-ce que tu dirais que du coup ton stage de M2, il t'a un peu évité de refaire de la bibliographie durant la première année de thèse ou t'as quand même dû te replonger dans la lecture scientifique? Alors, c'est une très bonne question. Dans mon cas, on a voulu en fait transformer l'essai assez vite sur mon stage de Master 2. Et donc, en fait, par la force des choses, j'ai dû travailler sur mon rapport de Master 2 pour le transformer en article scientifique assez vite. Donc, j'ai dû refaire de la biblio, forcément. Mhm. Mais j'ai pas eu tant de temps que ça pour faire de la biblio, en fait, vu que l'intérêt c'était de le publier assez rapidement, parce que en tout cas, dans le cadre de mon école doctorale, il y a une échéance qui est assez importante, c'est que pour soutenir sa thèse, on doit avoir un article publié. Et donc, souvent, les étudiants ainsi que les directeurs, directrices, ils n'ont qu'une envie, en fait, c'est se débarrasser du premier papier et faire en sorte qu'il sorte le plus vite. Donc, en fait, le début de ma thèse a pas ressemblé au début de thèse de beaucoup de personnes qui, en général, en fait, commencent par une phase de bibliographie qui peut s'étaler sur plusieurs mois. Moi, j'ai des collègues qui faisaient peut-être 6 mois de biblio et qui ont commencé gentiment à faire des analyses en même temps. Moi, c'était pas du tout le cas. En fait, pendant 6 mois, j'ai peaufiné mon article. Je faisais évidemment de la biblio pour avoir des billes supplémentaires pour ma discussion et pour mon introduction. Mais j'ai pas fait de la biblio pour mon sujet général. En fait, je l'ai fait tout le long de ma thèse, ça. D'accord, ok. Donc t'as évité, on va dire, la répartition classique du un an biblio, un an recherche, un an rédaction. Alors dans le Ah, chat, exactement. on nous demande où est-ce que tu fais ta thèse. Donc je rappelle, c'est à l'université de Montpellier, voilà, dans le charmant sud de la France. Ou le sud de la France, si on veut vraiment pousser le vice. Euh, donc après ton master qui te sert d'introduction, ton stage de master pardon, qui te sert d'introduction, mais je t'en prie, Nico Colasticote, qui te sert d'introduction à ta thèse, tu as pu commencer cette thèse. Est-ce que du coup pour trouver la thèse, tu as dû passer par des étapes particulières, des entretiens, un concours, ou est-ce que ça t'est tombé tout cuit dans le bec? Alors, non, non, ça ne m'est pas tombé tout cuit dans le bec. Il faut savoir un truc, c'est que dans ma discipline, donc moi je fais de la paléobiologie, c'est une discipline qui, en général, comme beaucoup de disciplines en sciences fondamentales, a du mal à trouver des financements. C'est-à-dire que les financements européens type ERC ou nationaux type ANR ont en général, enfin, c'est assez rare qu'il y ait des projets qui soient liés à cette thématique qui tombent là-dedans. Ça arrive, mais c'est rare. Et donc, souvent, ce qu'on doit faire pour avoir un sujet de thèse, c'est passer par les écoles doc. Alors, les écoles doc, en tout cas celle de Montpellier, c'est un organisme qui, notamment, va recevoir des dotations de l'État et qui va permettre, via ces dotations, financer un certain nombre de projets de recherche. Moi, ça a été le cas, mais étant donné qu'il y a un nombre de places limité,
on est bien obligé de faire une sélection. Et cette sélection, elle se fait par une phase de concours, première phase d'examination de dossier, donc sur la base des résultats de master et sur les stages de recherche. Et puis, à l'issue de cette phase de présélection, il y a une phase d'entretien avec les responsables de l'école doctorale qui nous demandent, dans notre cas en tout cas à Montpellier, on présentait notre stage de Master 2 et en fonction de comment s'était passé l'entretien, on est retenu et par an, dans la section dans laquelle j'étais, ils retiennent une vingtaine de personnes à peu près. D'accord, donc tu fais partie des 20 chanceux de ton année. Donc Exactement. tu l'as dit, hein, c'était plutôt fondamental, c'est plutôt fondamental ton sujet de recherche, donc c'est typiquement ce genre de sujet ou ce genre de discipline où on va se demander, euh, bonjour Universe, où on va se demander à quoi ça sert, et en fait sur le coup on n'a pas trop de réponses, et donc les financements sont assez moindres. Hein, c'est le genre de discipline un peu comme l'astrophysique, où au final on ne sait pas trop à quoi ça sert, ou la physique des particules, à quoi ça sert, il n'y a pas d'application concrète dans l'immédiat. Euh, Est-ce que du coup, ton ou ta directeur, directrice de thèse actuelle, c'est la même personne qui supervisait ton stage? J'ai deux directeurs de thèse Ouais, et ce sont les mêmes personnes qui ont supervisé mon master. d'accord. Et est-ce que du coup tu dirais que tu avais déjà de bonnes relations avec elle et que ça a un peu facilité la création de ton sujet de thèse? Ou est-ce qu'au final vous vous êtes un peu retrouvés dans les pattes les uns des autres? Non, on ne s'est pas retrouvé dans les pattes des uns des autres. Je pense qu'on est quand même dans une bonne dynamique avec mes encadrants. On était sur la même longueur d'onde. Maintenant, c'est des relations humaines, hein. Il y a des hauts et des bas, et surtout en troisième année où forcément le stress monte. Bah, des fois, c'est compliqué, mais globalement, je dirais que non, on s'est jamais retrouvé dans les pattes les uns des autres. Et puis, le projet de recherche a bien avancé, quoi. On est tous les trois très contents au point où on en est. Parce que c'est certes ma thèse, mais ça s'inscrit quand même dans un projet de recherche qui nous intéresse, nous trois. Et donc, du coup, on doit avancer ensemble et eux, ils sont contents. Donc, c'est ce qui compte aussi. Alors, on en parlait avant que l'interview ne commence. Donc, ton domaine, tu l'as déjà rappelé, c'est la paléobiologie. Tu me disais qu'il y avait des différences avec la paléontologie, dont on a plus l'habitude d'entendre parler par le biais justement des films à la Jurassic Park. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre la paléobiologie et la paléontologie? Alors, c'est deux disciplines qui sont quand même assez sœurs. Pour preuve, il y a des journaux qui s'appellent Paléontologie et Paléobiologie. Maintenant, je dirais que la différence, c'est que essentielle, c'est que, en tout cas, dans moi, ce que je fais en paléobiologie, c'est que on va utiliser plutôt des outils quantitatifs pour mesurer la diversité, plutôt que d'écrire les fossiles pour ce qu'ils sont. Un travail d'un paléontologue, par exemple, ça va être d'aller sur le terrain, entre autres, de trouver des spécimens, les décrire, et sur la base de ces descriptions, commencer à échafauder des hypothèses sur l'écologie, euh, par exemple, des animaux. Moi, c'est pas forcément ce que je fais. Moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais utiliser ces données du registre fossile, sans pour autant être un expert concernant leur classification et leur écologie, mais par contre essayer de comprendre via la création de modèles comment certains groupes ont évolué au cours du temps. Donc, en fait, moi, par exemple, je ne suis pas du tout une personne de terrain, j'ai pas fait de terrain dans le cadre de ma thèse, ce qui souvent est, enfin, c'est souvent ce qu'on attend quand on dit qu'on fait de la paléontologie, quoi. Moi, c'est absolument pas le cas. Et j'ai jamais eu à mettre mes mains dans un seul fossile pendant le cadre pendant toute ma thèse. Tandis que mes collègues paléontologues, souvent, eux, ils vont se retrouver avec des os à analyser et passer des heures dessus ou à trier du sédiment sous la bino. C'est absolument pas ce que je fais, moi. Ok, d'accord. Donc, moins de terrain pour toi, donc moins de vacances au final au soleil. C'est ça, il faut le dire aussi. Il faut le dire. Alors, pas dans le cadre de ma thèse, mais j'ai quand même eu l'occasion de faire du terrain. Ouais. C'est tout sauf des vacances. Souvent, en France, on fait le terrain en plein été. Il fait une chaleur, en particulier dans le sud de la France, il fait une chaleur monstre. Hmm. C'est très agréable et très satisfaisant de trouver du matériel. Maintenant, c'est quand même quelque chose qui est assez épuisant et c'est pour ça que les campagnes de fouilles, faut pas trop s'éterniser là-dessus, autrement.
on se retrouve avec beaucoup trop de matériel et puis on s'épuise aussi. Bien sûr. Alors, du coup, parce qu'on commence un peu à tourner autour du pot de ton sujet thèse, de ta thèse. Ta thèse, elle s'appelle Extinction et facteurs de diversification des requins aérés au cours des temps géologiques. C'est long, comme d'habitude. Les gens qui me suivent ont l'habitude des titres de thèse qui durent 15 minutes. Est-ce que du coup tu peux un peu nous expliquer ce que veut dire ce titre de thèse? Euh, Vaste question. Alors en fait, mon titre de thèse, si on pouvait le traduire d'une certaine manière, ce serait pourquoi il y a autant de raies et de requins aujourd'hui Mhm. et est-ce que c'était pareil dans le passé? D'accord. Est-ce que du coup ce passé, c'est un passé général depuis l'apparition des requins et des raies, ou est-ce que tu te concentres sur une période spécifique? Alors, on va déjà, je pense que ce qui est important, c'est qu'on parle de ce qu'on appelle raies requins. Ouais. Euh, Parce que quand on va penser espèces paléontologiques et requins, on va penser à plein de bestioles, notamment des requins qui avaient une forme de bouche en scie ou avec des enclumes sur le dos. Mhm. Donc déjà, moi je parle de vrais requins, donc les requins qu'on a aujourd'hui et les raies, et leurs plus anciens représentants, donc leurs ancêtres communs. Et ça, c'est un groupe qui va vraisemblablement avoir une origine dans le Mésozoïque, c'est-à-dire au plus vieux, il y a 250 millions d'années, D'accord. pas plus loin. Donc Mhm. en fait, moi, mon travail, il va essentiellement être sur le Mésozoïque, donc de 250 millions d'années à peu près jusqu'à l'extinction des dinosaures, donc il y a 66 millions d'années, et dans le Cénozoïque, donc de 66 millions d'années jusqu'à nos jours, donc ce qu'on appelle communément l'âge des mammifères. D'accord. Alors, je dois dire une chose avant, c'est pour embêter une des personnes qui nous regardent. Je rappelle que tous les dinosaures ne se sont pas éteints, les oiseaux sont des dinosaures. Voilà, là j'ai embêté un collègue, je suis content. Et ensuite, il y a 250 millions d'années. Alors, malheureusement, voilà, je n'ai pas fait de biologie et je suis un peu une quiche en extinction de masse. Mais est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on a une extinction de masse aussi? Tout à fait. On a la tristement célèbre Permotrias, Ouais. la crise d'extinction qui, d'après les estimations, a été la plus meurtrière sur notre planète. Tout à fait. Et c'est à peu près à ce moment-là un peu après en tout cas, qu'on commence à avoir des formes plus modernes de requins. Tout à fait. Ok. Et, euh, et là, c'est pour ramener un peu mon sujet habituel de discussion. C'est une extinction, on suppose que sa cause, c'est le déclenchement d'une supernova à quelques années-lumière de la Terre. Donc c'est pour dire que parfois, les événements, même très longs dans l'univers, ont un impact direct sur ce qui se passe sur Terre. Ça, c'était une parenthèse astro que j'aime bien faire. Alors du coup, au cours de ta thèse, donc forcément, il faut lire des trucs, ça c'est la bibliographie. Sur la fin de la thèse, il faut écrire des trucs, c'est la rédaction. Et généralement, entre les deux, ben, on fait de l'expérience. Alors ces expériences, ou en tout cas ces analyses que toi tu as faites, quelles sont-elles? Dans quel contexte? Quels résultats as-tu obtenus? Enfin, raconte tout, on veut tout savoir. Ok. Alors, pareil, vaste question. Donc, comme je l'ai dit, moi, le but de ma thèse, c'est comprendre pourquoi il y a autant de requins et de raies aujourd'hui. Traditionnellement, ce qu'on fait en biologie évolutive, pour comprendre ces dynamiques au cours du temps, on utilise deux types de méthodes. On va soit se baser sur l'arbre du vivant, c'est une discipline qui s'appelle la phylogénie, soit on va se baser sur des comptages de fossiles au cours du temps. Donc ça, va être de la paléontologie ou de la paléobiologie quantitative. Donc moi, dans le cadre de ma thèse, j'ai fait les deux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un arbre et en fonction de comment on avait des nouvelles branches qui s'ajoutaient sur mon arbre, plus il y a de branches qui apparaissent à un moment, plus on peut se dire, OK, à ce pas de temps précis, cette période, il y a eu un événement qui a fait qu'on a beaucoup de branches qui se sont ajoutées. Donc ça veut dire qu'il y a probablement un événement qui a déclenché une diversification de ce groupe. Donc ça a été la première partie de mon travail. Euh, Ça a été de travailler sur ces arbres. Alors le problème, c'est que pour les requins, il y a très peu d'arbres, en fait. Très peu d'arbres de la vie des requins qui ont été reconstruits. Avant mon stage de master, en fait, il y en avait deux qui étaient datés.
2, c'est faible. 2, ça veut dire que, en fait, depuis qu'on s'intéresse aux requins, qu'on commence à utiliser les données génétiques pour estimer leur relation de parenté, bah, en fait, il n'y a que 2 grosses analyses qui ont été faites. Donc, première partie de ma thèse, ça a été de reconstruire cet arbre de la vie. Donc, pour les requins. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur un site en ligne qui s'appelle GeneBank. Donc en fait, c'est une base de données en ligne possédant des données génétiques pour beaucoup d'animaux qui ont été séquencés, des plantes aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapatrié des données et avec ce rapatriement de données, j'ai estimé les relations de parenté entre mes requins. Le but du jeu, c'est de savoir qui est le plus proche de qui. C'est un peu faire une généalogie des espèces, ce qu'on appelle en biologie évolutive une phylogénie. Et ensuite, à partir de cette phylogénie, j'ai pu mettre en place des modèles qui corrélaient la longueur de mes branches avec certains caractères particuliers, en l'occurrence des traits. Par exemple, on voulait savoir s'il y avait plus d'espèces de requins qui étaient grandes ou plus d'espèces de requins qui vivaient dans les eaux profondes. Donc on a utilisé des implémentations de modèles, des modèles statistiques sur cet arbre-là, et on a essayé de les corréler avec ces traits. Et on s'est rendu compte que parmi tous les traits qu'on a testés, donc le mode de reproduction, la taille, l'habitat et l'alimentation, il n'y en avait aucun qui était positivement corrélé avec la diversification. Autrement dit, sur cette base-là, en fait, bah, on ne sait pas pourquoi il y a certains groupes de requins qui sont plus divers que d'autres. En fait, on ne sait pas. Ça a été mon premier résultat, ce qui est un peu frustrant, parce qu'on s'attend, on a des hypothèses, on veut les tester, et on a des a priori, et en fait, quand les analystes te disent que, bah, en fait, non, statistiquement, ça ne se tient pas, et bah, ça ne se tient pas. Ça peut quand même être publié. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour le coup, là, on n'est plus passé sur des modèles qui sont basés sur des arbres, on est basé sur plutôt des modèles qui vont faire du comptage au cours du temps. Ce qu'on fait, en fait, c'est que on va prendre des données fossiles et on va, par période de temps, compter le nombre d'espèces qu'il y a sur chacun de ces pas de temps. Et en fait, en les comparant, on peut se rendre compte qu'il y a des variations. Potentiellement, il y a des moments où bah, on se rend compte qu'il y a, mettons, 150 espèces. Et sur la période juste après, bah, en fait, il n'y en a plus que 50. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de modèle que j'utilise, c'est finalement des modèles similaires qui ont été utilisés par les gens qui ont décrit les fameuses grandes crises d'extinction de masse. Là, on parlait de la crise permo-Trias tout à l'heure. Bah, les analyses de diversification, en fait, les premières analyses de diversification basées sur le registre fossile, en fait, c'était du comptage. Ils comptaient sur pas de temps, ils se rendent compte qu'au Permien, il y avait beaucoup d'espèces et que juste après, au Trias, bah, il y en avait beaucoup moins. Et c'est pareil, on utilise une implémentation statistique qui essaye de corriger tous les biais qu'il peut y avoir associés avec le registre fossile. Évidemment, on ne les corrige pas tous, hein, mais on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a. Et j'utilise ces 2 grands jeux de méthode. Ok, c'est bien parce que tu as anticipé ma question. J'avais demandé, mais on connaît pas. Enfin, toutes les espèces n'ont pas produit des fossiles, donc il y a forcément un biais sur le comptage. Mais tu as déjà répondu à cette question, donc j'adore quand les questions sont anticipées. Euh, Ah oui, du coup, au final, une info importante de ce que tu viens de nous dire, c'est que tu as testé tes hypothèses et tu es arrivé à la conclusion que tes hypothèses ne fonctionnaient pas. Est-ce que du coup, ça a pris quand même suffisamment de temps et maintenant bah, tu as dû passer à la phase de rédaction, ou est-ce que dans le cadre de ta thèse, tu as quand même pu creuser la recherche de nouvelles hypothèses pour expliquer cette grande diversité chez les requins, ou tu restes sur cette frustration de on sait pas? Alors, ça a été pour la première partie, du coup, qui était basée sur des hypothèses via mon arbre de la vie, du coup, et Mhm. les traits. Maintenant, les traits à eux seuls n'expliquent pas forcément pourquoi il y a des grandes différences dans certains groupes. Hein, on l'a expliqué tout à l'heure, les crises d'extinction de masse sont en soi déjà des événements qui peuvent radicalement changer la diversité d'un groupe. Donc ça, c'est des hypothèses aussi qu'on avait vis-à-vis du registre fossile, et on les a testées, et là, pour le coup, elles ont été avérées. Euh, mais c'était véritablement mon premier axe de thèse, où en fait, on a testé des hypothèses qui sont traditionnellement testées chez d'autres groupes,
et en général avec des résultats positifs. Mhm. Mais dans notre cas, ça marche pas. Après, il y a d'autres hypothèses qu'on avait déjà euh, formulées et qu'on a pu vérifier. Donc, D'accord. Et du coup, j'avais une autre question par rapport à ce que tu m'as dit, tu en as reparlé là, et ça m'a fait m'en souvenir. Est-ce que du coup, tu as reconstitué un arbre assez général pour les requins, et on va dire que c'est la version la plus récente à l'échelle de la planète? ouais, tout à fait. D'accord. Donc, effectivement, du travail de haut niveau, donc. Beaucoup de paléobiologistes vont te remercier. Euh, alors maintenant, donc, tu as fait de la biblio après et pendant ton stage, tu as fait ces analyses et ces expériences. Forcément, maintenant, tu as dû attaquer la rédaction de la thèse. Comment elle s'est passée, cette rédaction de thèse? Est-ce qu'elle est encore en cours? Est-ce que tu soutiens bientôt? Toutes ces questions sur la fin de ta thèse. Alors, la rédaction de la thèse, c'est quelque chose qui se fait en continu, Mhm. en particulier quand on fait une thèse sur article. Alors, en France, il y a deux grandes écoles. Soit on fait une thèse qui va être classique avec une introduction générale et ensuite un plan par chapitre. Mais autrement, il y a un type de thèse qu'on va plutôt appeler thèse sur article. Donc c'est pareil, il y a une introduction générale et une discussion générale. Mhm. Maintenant, il y a aussi des articles scientifiques qui vont faire office de chapitre. Et étant donné que moi, dans le cadre de mon master 2 et début de ma thèse, en fait, j'ai déjà vu publier ces chapitres, ces articles. En fait, j'ai déjà rédigé une partie de ma thèse. Maintenant, étant donné que je dois rendre mon manuscrit en juillet, Mhm. il me reste une introduction générale à écrire, une discussion et une conclusion générale à écrire. Mais mes chapitres sont déjà quasiment tous écrits. Et à l'issue du coup de ce rendu de manuscrit qui s'effectue le 3 juillet à Montpellier, on a 8 semaines en général de décalage entre le rendu du manuscrit et la soutenance. La D'accord. soutenance qui se fait du coup... comment? Non, j'ai dit d'accord, j'ai dit d'accord. Ok. D'accord. 8 semaines, donc du coup entre le rendu du manuscrit et la soutenance, qui est une soutenance qui est publique, Mhm. en tout cas à Montpellier c'est comme ça. Euh, une soutenance publique. Et étant donné que entre mon rendu et ma soutenance, la date de soutenance que j'avais prévue, il y a les vacances. En fait, je vais pas rendre mon manuscrit 8 semaines avant. En fait, je le rends quasiment 3 mois avant, donc 12 semaines. J'ai une D'accord. date de soutenance qui est prévue fin septembre. D'accord, ok. Donc, un futur docteur mais pour bientôt en plus. Alors du coup, bah, pareil, tu as encore anticipé une question. J'allais te demander si, au cours de ta thèse, parce que c'est ce qu'il faut faire, tu avais publié des articles scientifiques. Tu nous as dit que oui. Est-ce que tu as le chiffre 2, 3, 15 J'ai 000? deux articles qui ont été soumis et revus par les pairs et qui sont publiés maintenant, tout à fait. D'accord, ok. Bon, c'est super tout ça. Euh, alors, la thèse, ça fait partie des clichés sur la thèse qui existent, c'est que ça transforme de jeunes étudiants souriants et pleins de vie en personnes de tout à fait dépressives, déprimées, stressées et qui sont enfermées dans le noir toute la journée parce qu'ils rédigent leur thèse justement. Est-ce que tu dirais que pour toi, la thèse t'a fait cet effet stressant, déprimant, ou est-ce que cette thèse, tu l'as bien vécue? Je pense que ma thèse, je l'ai globalement bien vécue. Maintenant, il y a des phases de haut et de bas. Je pense un peu comme n'importe quel métier. C'est vrai que c'est des tendances qui ont l'air d'être quand même un peu plus cristallisées en ce qui concerne la thèse, parce que c'est une tâche qui est intellectuelle, qui est très demandante. La limite entre ce qui est ta vie privée et ta vie au travail est très floue, parce que en fait, le travail s'arrête pas forcément. Enfin, c'est difficile des fois de se dire quand je rentre chez moi, ok, donc l'ordinateur que j'ai, je vais pas l'utiliser pour autre chose que pour mon travail. Parce que, en fait, finalement, on a besoin, entre guillemets, d'un ordinateur pour pouvoir faire notre recherche, quoi. Hmm. Évidemment, il y a d'autres choses, mais avec un ordinateur, on peut déjà faire beaucoup. Et donc, je pense que ça, c'était compliqué. Je pense que aussi qu'en troisième année, c'est toujours un peu plus compliqué aussi. Euh, mais je pense que la période la plus dure dans ma thèse, et je pense pas être le seul, c'est la deuxième année. En fait, entre la première année où c'est un peu l'excitation, et puis je vais pas dire qu'on est détente, mais en fait on a quand même beaucoup de liberté, c'est un truc qui est assez nouveau.
On est considéré, on a un vrai salaire aussi. Juste après, il y a la seconde année. Et cette seconde année, bah, en fait, on sent les échéances qui se rapprochent. Euh, on a des deadlines qui sont fixées. En deuxième année, on attend de nous d'avoir déjà du matériel pour être prêt à publier au moins un premier article, histoire d'être tranquille pour la troisième année. Et je pense que ouais, c'était la deuxième année, ça a probablement été, la fin de la deuxième année, ça a probablement été le plus dur. La troisième année, en fait, on a le recul de la seconde année, on sait comment ça s'est passé, on sait que c'est bientôt fini aussi. C'est toujours compliqué. Maintenant, je pense qu'en fait, on a un peu plus de recul et c'est plus facile. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. D'accord. Et parce que du coup, forcément, en thèse, on est dans un laboratoire avec une équipe de recherche, avec des chercheurs qui sont chercheurs depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Comment elle s'est passée ton intégration à ce laboratoire? Ça a été tranquille? Tu as pu rencontrer d'autres doctorants et doctorantes qui t'ont facilement mis à l'aise? Ou est-ce que bah, au début c'est toujours un peu compliqué et tu étais un petit peu seul dans ton coin? Ouais, alors, étant donné que moi, j'ai fait mon cursus complet à Montpellier, Mhm, j'ai beaucoup des gens qui étaient dans mon labo que j'ai eu en cours en tant qu'enseignant. mhm, Euh, Donc, en fait, c'est des personnes finalement que je connaissais déjà. Et finalement, quand je suis rentré, bah, il y avait des personnes que j'avais rencontrées quand j'étais en L1, donc en première année. Ça faisait déjà 5 ans qu'on se croisait, donc c'était pas mhm. des parfaits inconnus. Ensuite, j'ai eu la chance de passer le concours de l'école doc avec certains de mes collègues qui étaient dans le même master que moi et qui ont eu le même concours que moi et qui ont été recrutés dans la même équipe que moi. Donc en fait, j'ai commencé, j'étais pas tout seul. Après, en ce qui concerne l'ambiance chez les thésards, les doctorants et même les post-doctorants, dans mon laboratoire, elle est très cool. Mhm. Je pense qu'on s'entend tous très bien et l'intégration est vraiment facile. L'intégration, je pense, francophone est très facile et je pense aussi que l'intégration internationale est facilitée, en tout cas du point de vue des doctorants et des postdocs. Ok, bon, bah, c'est super. Bah, tu viens de parler de l'intégration internationale, ça me permet de rejoindre les questions suivantes. C'est que au cours d'une thèse, contrairement à ce qu'on peut penser souvent quand on est encore étudiant, c'est que c'est pas que de la biblio, de la recherche, de la rédaction. Il y a des missions annexes qui sont notamment le fait de donner parfois des cours, des TD, ou de partir en conférence à l'international. Est-ce que du coup, toi, tu as pu réaliser toutes ces missions différentes? Qu'est-ce que du coup, tu as dû faire d'autre que juste la recherche et la rédaction? Ouais, alors j'ai vraiment fait tout ce que tu as dit. Effectivement, je suis allé à l'international à 2 reprises pour des conférences. Mhm, La première, c'était un congrès international en biologie évolutive qui s'appelle sobrement Evolution, qui était à Montréal mhm. en juillet 2024. Donc j'y suis allé, j'ai présenté mon premier axe de thèse à cette occasion, dans le cadre d'une présentation orale du coup. Et par la suite, je suis allé en Allemagne, à Erlangen, dans cette fois-ci un congrès plutôt de paléontologie, paléobiologie, Mhm. où j'ai présenté cette fois-ci mon second axe de thèse, mais cette fois-ci sous la forme d'un poster. D'accord. Maintenant, pour revenir à ce que tu évoquais juste avant, les autres missions, donc euh, outre les congrès que j'ai pu faire, les 2 congrès, j'ai effectivement donné des cours. Donc, ce qu'on appelle, en tout cas à Montpellier, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est des missions complémentaires d'enseignement, c'est des MCE. Mhm. Donc, c'est un contrat. Moi, dans mon cas, c'était un contrat de 32 heures par an, c'est-à-dire que par an et pendant 2 ans, j'ai eu 32 heures de service où j'ai donné des TD, des TP. Alors moi, les TD et les TP que j'ai fait, c'était principalement des TD qui étaient toujours liés à la biologie évolutive, un peu de bioinformatique et souvent liés à des thématiques, comme je l'ai dit, biologie évolutive et génomique évolutive. Ok, donc tu as pu donner des cours quand même dans ce que tu étudies encore aujourd'hui. Tout à fait. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai donné cours dans des matières que j'avais eues 3 ans auparavant, ce qui est toujours un peu perturbant. Est-ce que tu as réussi à gérer le syndrome de l'imposteur ou il t'a dévoré? Alors, non, alors, c'est assez dur en fait. Je pense que quand on est en thèse, on est tous plus ou moins touchés à un moment par le syndrome de l'imposteur. Effectivement, moi, le moment où je l'ai le plus ressenti, c'est mon premier cours que j'ai donné. En fait, ce n'était pas un cours à des licences, c'était un cours à des masters. Ah oui, donc c'était très Et frais pour toi.
Et ouais, et je venais à peine de commencer ma thèse. À ce moment-là, j'avais 23 ans. Et en fait, j'ai donné cours à des personnes qui avaient été probablement de mon âge, ou même parfois un peu plus âgées. Et en fait, c'est un peu difficile de savoir où se mettre parce que finalement, la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'ai juste passé un concours et que j'ai un an d'études supplémentaires, mais fondamentalement, on est à peu près au même niveau en termes de Hmm. connaissances fondamentales, quoi. Euh, donc, c'était toujours un peu perturbant de savoir gérer ça. Maintenant, quand j'ai donné cours à des licences, en particulier les premières années de licence, là, c'était un peu plus facile. Mais l'écart générationnel, il est très faible Mhm. et c'est toujours parfois un peu compliqué de savoir mettre de la distance entre toi et tes élèves, sachant que en fait, à peu de choses près, on aurait été dans la même promo, quoi. Donc ouais, c'est toujours plus facile avec les étudiants de licence. Donc voilà. Mais oui, bien sûr, le syndrome de l'imposteur, en particulier quand j'ai donné cours, ouais, il était super présent, quoi. Mais même d'un point de vue général, plus pour la thèse, le fait de publier, en tout cas les premières fois, tu as un gros syndrome de l'imposteur. Tu dis, il y a mon nom qui est associé à ça, c'est une revue qui est lue quand même par des gens. C'est des fois un peu dur à gérer. En tout cas, pour moi, ça a été dur à gérer, effectivement. Ok. Bon, bah, j'espère que ça va mieux, hein. Maintenant Oui, que ça va mieux. tu es dans le, tu es dans le grand bain. En plus, c'est un bain sans requin, donc ça devrait quand même bien se passer. Euh, donc, voilà, on l'a dit, tu soutiens en septembre, ce qui veut dire que normalement, en octobre, tu seras docteur, voilà, docteur et sciences, comme on le dit parfois encore. Après le doctorat, il y a, comme le nom de la chaîne peut le laisser sous-entendre, il y a ce qu'on appelle le contrat postdoctoral, hein, le postdoc. Est-ce que du coup, toi, après ton doctorat, tu as prévu de rester dans le milieu de la recherche, de faire un postdoc et ensuite de devenir un chercheur dans un laboratoire quelque part? Ou est-ce que ça y est, t'en as marre et tu veux faire comme tout le monde, ouvrir une librairie fleuriste bar? Alors, sur le principe, ouvrir un bar à chat me déplairait absolument pas. Maintenant, je pense que je vais rester dans le milieu de la recherche. Mhm, J'irai même plus loin, je pense que je vais continuer à travailler sur les requins mhm. parce que, mine de rien, je me suis attaché à mon groupe. J'aime bien mon groupe, je le trouve vraiment fascinant. Ce qui était absolument pas le cas au début, hein. Moi, à la base, je préfère très clairement les mammifères. Mon sujet de master m'est un peu tombé dessus comme ça. Mais à 3 ans et demi à travailler dessus, ouais, on finit par apprécier. Donc oui, très clairement, moi j'aimerais bien faire carrière dans la recherche. Mhm. Euh, Préférentiellement, j'aimerais bien être ce qu'on appelle en France plutôt chargé de recherche, c'est-à-dire avoir essentiellement des missions de recherche et pas tellement de charge d'enseignement. D'accord. Maintenant, j'ai eu des expériences qui étaient quand même très chouettes quand j'étais enseignant et je ne me retire absolument pas le fait d'essayer de voir et potentiellement les concours pour être maître de conf. Mais avant, effectivement, il y a une phase quand même un peu précaire qui est le contrat postdoctoral. Mhm. Et en l'occurrence, je pense que je vais continuer à rester dans cette thématique, donc plutôt paléobiologie, génomique. Euh, mais pour maximiser ses chances d'être pris à l'avenir, c'est quand même plutôt bien vu d'avoir une ouverture internationale et éventuellement voir d'autres pays et voir d'autres labos aussi. C'est important. Encore une fois, voilà. J'adore quand les doctorants anticipent les questions. J'allais te demander si il fallait plutôt partir dans un autre pays ou pas. Donc, apparemment, oui. Euh, je voulais dire un truc et j'ai oublié. Ça m'est sorti de la tête. Tant pis, tant pis. Donc voilà, tu te dirigerais plutôt vers un postdoc pour pouvoir devenir à ton tour chercheur et pas trop bête de conf. En même temps, la licence, c'est bon, ils pensent qu'à sortir au bar toute la semaine. Puis le lendemain matin, ils arrivent, ils ont la tête. Voilà, on les connaît les mecs, on les connaît. On sait, enfin on sait, enfin, en tout cas moi je sais. On a été étudiant aussi. Voilà, c'est ça. Euh, si, j'avais une question, mais arrivée mais un peu tard. C'est que du coup, tu étudies les extinctions et Oui. les facteurs de diversification.
on le sait, ou on le dit en tout cas, qu'on vit la 6e extinction de masse de l'histoire de notre planète. Probable, enfin, tout laisse à penser qu'elle est causée par nos activités. Est-ce que tu dirais que les choses que tu découvres sur les extinctions et les facteurs de diversification, ils sont applicables aussi à ce qu'on vit autour de nous pour anticiper l'apparition de nouvelles espèces ou la disparition d'espèces qu'on connaît actuellement? Ouais, alors c'est une très bonne remarque. Alors, la crise d'extinction qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la crise d'extinction du coup de l'Holocène, Anthropocène, euh, elle est causée par des bouleversements qui sont anthropiques. Et ceux-ci, ils prennent plusieurs formes. Et l'une d'entre elles, on en parle tout le temps, ça reste le dérèglement climatique. Mhm. Maintenant, ce que la bibliographie dit, et ce que mes recherches disent aussi, c'est que par le passé, les bouleversements climatiques ont eu un impact sur la diversité des espèces. Mhm. Et je dis bien diversité, je dis pas forcément extinction, puisque effectivement, souvent des changements bruts, comme ce qu'on est en train de vivre maintenant, ça va être associé avec une baisse de diversité, Mhm. une extinction du coup. Des changements positifs, par exemple une augmentation de la température, peut être aussi associée à une rediversification. Maintenant, d'un point de vue plutôt pratique et à notre échelle d'humain, ce qu'on est en train de faire, c'est de complètement bousiller la biodiversité et à notre échelle, en fait, on va assister à une extinction de beaucoup d'espèces. Et en ce qui concerne les requins, qui sont assez sensibles au changement climatique, les refroidissements comme les réchauffements d'ailleurs, ouais, on est en train de les perdre. On est en train d'avoir des espèces qui sont en train de disparaître, tout à fait. Et je pense que on peut pas vraiment parler d'application. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que en regardant le passé, on s'est rendu compte que bah, ces bouleversements, ça a eu un impact. Ça devrait, je pense, une fois de plus, sonner l'alarme quant au fait que bah, ce qu'on est en train de faire, c'est de détruire la biodiversité. Enfin, on a des preuves dans le passé que ça s'est passé et que ce qu'on est en train de faire, c'est très clairement un schéma qui est comparable, quoi. D'accord. Et il me reste une dernière question avant de passer la parole au chat. C'est la question qui est sur la lèvre de tout le monde, je pense, puisque tu dis les requins et les requins du passé. Le mégalodon, il y en a encore ou pas? Alors, alors Et est-ce qu'ils peuvent remonter comme ça, d'un coup sec, de moins 4000 à 0 et puis manger des gens? C'est ça qu'on veut savoir. eh ben alors, tu sais quoi, je vais répondre à ta question. En fait, les requins, ils vivent absolument pas en eau profonde, en vraiment eau profonde. Ils peuvent pas. D'accord. Ils peuvent pas, en fait. Ouais, en fait, ils peuvent pas. C'est assez compliqué, si tu veux. Les requins, pour leur position dans l'eau, c'est régulé notamment par la taille de leur foie, notamment. Mhm. Et ça, on le sait, en fait, chez les requins, le foie, ça prend max de place. Et en fait, un requin qui serait vraiment d'eau profonde, il y aurait son foie qui prendrait quasiment toute sa place. En fait, les requins qui vivent le plus profond, c'est des requins qu'on appelle des squaliformes et qui vivent jusqu'à 2000 mètres. Mhm. Donc, mégalodon qui vit à moins 4000 mètres, j'y crois pas. Euh, j'y crois zéro. Genre, déjà, en fait, ça, c'est pas possible. Puis ensuite, on va pas se mentir. C'est un peu chiant quand même, non? Mégalodon tout le temps, tout le monde a que ça en tête. Oui, ok, il était super gros potentiellement. Ouais, ok, c'est un grand requin blanc en mieux. Mais en vrai, il y a plein d'autres requins qui étaient super cool. Genre, des requins qui font de la lumière, je suis désolé, ça fascine pas les gens. Des requins qui peuvent vivre jusqu'à 700 ans, ça fascine pas les gens. Moi, je trouve ça quand même vachement plus fascinant qu'un gros requin, quoi. Moi Parce je que pense que, Mégalodon, c'est au un cas où la grand requin. recherche te plaît pas, tu peux contacter Netflix. Il y a des. Tu vois, t'as des idées là Ouais. Après les tornades de requins et les requins préhistoriques encore vivants, les requins qui font de la lumière, les Ah ouais, il requins. y a des requins qui font de la Hein. lumière. Maintenant ou. Maintenant? Ah d'accord. Bon. On en apprend tous les jours, c'est génial. Ouais, si, ouais, tout à fait. Il y a, en anglais, on les appelle les lantern sharks. Ouais, tout à fait. D'accord. C'est les squaliformes, du coup. La plupart d'entre eux font de la lumière, ils font de la bioluminescence, ils brillent dans l'eau. Mais Ils font une lumière bleutée. c'est tout le requin ou c'est comme le machin dans Nemo avec la petite. Non, en fait, c'est assez différent, si tu veux. C'est leur face ventrale, donc
leur ventre, Mhm. qui va être avec des petites cellules qui produisent de la lumière, ce qu'on appelle des photophores, Mhm. qui va produire de la lumière. Donc en fait, ils ont le ventre qui est illuminé et d'une couleur en général bleutée, un peu vert. C'est très joli à voir. Et en fait, ça, c'est un mécanisme de camouflage. Parce que quand en fait on est un animal marin et qu'on regarde au-dessus de soi, ce qu'on voit, c'est une lumière diffuse produite par le soleil. Mhm. Comment on fait pour se camoufler vis-à-vis de ça? Bah en fait, si on n'a pas de camouflage sur le ventre, en fait, on va apparaître comme une tache noire. Mhm. Et donc, du coup, un prédateur va se dire, d'accord, ok, ça c'est une proie. Sauf que si jamais on produit de la lumière, en fait, on mime la lumière du soleil, donc on est camouflé. Et en fait, il y a plein de requins bioluminescents, en fait, vraisemblablement, c'est pour ça qu'ils ont cette caractéristique. Et c'est aussi pour ça que le grand requin blanc, bah, il a le ventre blanc. Il a le ventre blanc parce que bah en fait c'est quand même vachement plus simple de se camoufler avec un ventre blanc quand il y a de la lumière du soleil qu'avoir un ventre gris ou un ventre noir. D'accord, ok. C'est génial. J'adore tout ce qui vient de se passer. Le bar à requin aussi, c'est une idée. Alors le bar à roussettes probablement oui, Mais oui, les petites roussettes. des petits. Ouais ouais, les petits ouais. Parce que le bar à requin marteau, à requin taureau, etc., c'est plus compliqué en termes de volume. Non, et puis on va pas se mentir, ils sont pas très beaux les requins taureaux. Oui, Alors que les roussettes c'est très mignon. le bar à Raymanta, ça peut être sympa aussi. Mais Ah pareil, oui. ça, c'est du, en termes de volume, c'est le volume d'eau après. Le Ouais, bar à ouais. dinosaures, bah oui, pourquoi pas. Hein. Bon, euh, maintenant que j'ai posé les questions qui me brûlaient, que j'ai appris que les requins pouvaient briller dans le noir, ce qui est génial, on va demander à notre ami le chat, hein, le chat. Est-ce que le chat a des questions pour Alexis sur les requins, les raies, ses études, ses recherches, les livres qu'il a dans sa bibliothèque? Je sais pas, des choses. Et là, toi et moi, on va avoir environ 5 minutes de battement à peu près. Parce que du coup, il y a le temps qu'ils écrivent la question. Et donc, il faut meubler, quoi. Il faut meubler. Mais, tiens, je vais poser une question en attendant. Tu disais qu'il y a. euh, donc là, on a un bot qui met des choses, ce qui ne me plaît pas. Il faut que je trouve un moyen d'enlever le truc. Je vois ça après, c'est pas grave. Euh, Tu dis qu'il y avait beaucoup du coup d'espèces de requins. Alors quand on dit beaucoup, c'est par rapport à quoi? À une moyenne, à une norme pour d'autres groupes d'animaux qui vivent sur Terre où on se dit tiens, il n'y a que 500 espèces de fourmis, mais il y a 4000 espèces de requins, c'est bizarre? Ou... Alors il n'y a pas 4000 espèces de requins, il y en a 545, 550 à peu près Ouais, aujourd'hui. Et beaucoup, en fait, oui, c'est évidemment, ça dépend de l'échelle à laquelle on se place. En général, on va toujours parler en termes relatifs. Quand on va dire qu'un groupe est diversifié, ça va souvent être par rapport à un autre groupe. Par exemple, la famille, pour être plus exact, l'ordre, donc le grand groupe dans lequel le grand requin blanc fait partie, bah en fait, aujourd'hui, ils sont que 15. Donc en fait, les requins qui ressemblent le plus au grand requin blanc, il y en a que 15. Tandis que le groupe qui est juste à côté, le groupe où notamment il y a la roussette, mais aussi le requin bulldog, le requin marteau, ah bah, ils sont plus de 200. Donc, ok, quand je vais dire qu'un groupe est diversifié, qu'il y en a beaucoup, ça va être dans ce cadre-là. Le d'accord, groupe ok. de la roussette, ils sont beaucoup. Le groupe du grand blanc, ils sont pas beaucoup. D'accord, ok, donc c'est aussi en comparatif les uns avec les autres. Alors, j'ai demandé s'il y avait des questions. Et à part un bot qui me met de la pub, j'ai pas de questions, ce que je trouve proprement honteux. J'exige des questions. Je les exige, poser quelque chose. Même une question à la con. En plus, il y en a certains qui sont là en train de regarder. Je sais qu'ils ont des questions à la con parce que je connais les mecs. Ah, bah attends, ils ont pas posé de questions à la con, mais par contre, je peux te donner une anecdote assez marrante Ah, vas-y, sur les requins. vas-y. Alors, à ton avis, les requins, ils se reproduisent comment? Est-ce que tu sais? Euh... Alors, j'allais dire, il y en a un qui se met comme ça et l'autre qui se met par en dessous et puis tac. Mais j'ai des souvenirs d'un documentaire où, genre, il y a le mâle qui arrive par derrière et qui déchiquette le côté là, de la femelle. Mais tu vas sûrement me corriger. Ouais, ouais. Alors, oui, effectivement, les requins font ça. Il y a des parties d'ailleurs qui sont un peu plus épaisses sur la peau des femelles requins pour pouvoir supporter la morsure du mâle. Mais c'était pas tellement ce que je voulais dire. En fait, c'était plus comment les bébés requins y naissent. Tu vois, par exemple, nous, les mammifères, on a un placenta et le bébé, il va se développer dans le ventre de la mère Mhm, directement, ce qu'on appelle la viviparité. Bon, à mhm. ton avis, chez les requins, c'est comment?
Comme les poissons, où genre il dépose et puis l'autre il arrivera par après, puis il Ouais, féconde et en ben en deuxième fait, partie. non. Non, c'est assez rare ça. Enfin, rare. Il y a effectivement pas mal de requins qui pondent des œufs, mais il y a pas mal de requins aussi qui ont en fait sont un peu comme nous et qui ont des bébés qui se développent directement à l'intérieur du ventre de la mère. Donc en fait, pas comme la plupart des poissons. Mhm. Et il y a des modes de reproduction qui sont assez exotiques chez les requins. Donc par exemple, dans le groupe du grand blanc, chez le requin taureau, les bébés éclosent dans le ventre de la mère Mhm. et vont se manger entre eux dans le ventre de la mère. Eh ben Ok. pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc là, c'est charmant. La maman, il y a une espèce de bain de sang qui se passe dans son ventre, tout va bien. Le bébé, il sort, il fait 1,50 m, pareil, tout va bien. Euh, mais bon, ça, c'est un peu gore. Mais le mode de reproduction, en tout cas de reproduction pour les bébés le plus amusant, c'est probablement l'histotrophie. Donc c'est un terme un peu barbare qui en fait dit que la femelle va produire un liquide à l'intérieur de son utérus Mhm. qui va avoir des propriétés qui ressemblent beaucoup au lait humain. Et donc du coup, il y a des requins qui produisent du lait. Et plus drôle que ça, il y a des raies qui produisent du lait et il y a des gens, oui, ça a été publié, ça a été revu par les pairs qui ont goûté. Et vraisemblablement, le lait de raie a un goût de milkshake à la vanille. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'on peut en Donc, faire du fromage? C'est ça que moi je veux savoir. Parce que mais je suis français. mais alors c'est marrant que tu poses la question parce que apparemment c'est quand même un corps gras. Donc moi je ne sais absolument pas. Tu vois, pour le coup, j'en ai jamais ouvert de requin, je peux pas te dire. Mais vraisemblablement c'est un corps qui est assez gras. Donc du vrai fromage au sens où l'entend, non, probablement pas. Mais par contre, faire un truc qui s'en rapproche, je pense que ouais, ça doit être possible. Il y a un Ou concept. ouvrir un bar à milkshake de l'adresse, probablement. Voilà. Voilà. Tu vois, on a commencé à en discuter, maintenant on a un concept. On a un bar à requins et avec du milkshake au lait de raie. Non mais il se passe des choses. On a quand même une question, mine de rien, à force de raconter n'importe quoi. Alors, je ne sais pas si tu es au courant. Il y a une société qui s'appelle je crois que c'est Colossal Bioscience, mais je suis Ah pas sûr, oui, oui, oui. qui ont ramené une espèce disparue, le direwolf, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est le loup sinistre en français, Oui. Ouais. en réinjectant des gènes, enfin tout un bazar. Et du coup, Nicoco Lasticote demande est-ce que comme ça, tu penses que c'est possible avec des requins aussi, de ramener des espèces disparues à l'aide d'espèces qui existeraient encore aujourd'hui? Ok, alors, ouais, très bonne question. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir faire ce que Colossal Bioscience a fait, euh, et même ce que d'autres groupes de recherche font quand ils utilisent de l'ADN d'espèces éteintes, Mhm, en fait, ils utilisent ce qu'on appelle de l'ADN ancien. Pour avoir de l'ADN ancien, souvent, on utilise des restes qui sont quand même assez bien conservés, mhm, avec des tissus mous qui sont présents. mhm. Ok. Le truc, c'est que chez les requins, les fossiles que j'étudie, moi, par exemple, euh, il y a, je, de mémoire, je pense pas qu'il y ait de tissu mou qui soit conservé. Et le mieux qu'on ait, c'est des dents et des centromes de colonne vertébrale. Donc, avoir de l'ADN dessus, c'est très compliqué. Je pense pas que ce soit possible. Je Mhm. me trompe peut-être, mais je pense pas que ce soit possible. Et ça demanderait, je pense, sur le principe, faire ce qu'a fait Colossal Bioscience. Ça impliquerait aussi qu'on soit capable d'avoir des installations qui permettent de reproduire des femelles requins qui existent aujourd'hui et de pouvoir mettre les embryons directement à l'intérieur pour qu'ils puissent se développer, parce qu'ils doivent se développer quelque part. Mhm. Mais en fait, malgré les anecdotes assez rigolotes que j'ai pu te raconter juste avant, en fait, on ne sait pas grand-chose sur le mode de reproduction des requins. Et je pense que faire une implantation d'embryons comme ça, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c'est assez compromis et serait difficile. Donc, si jamais le but du jeu, ce serait de ramener un mégalodon, voilà, par exemple, Par exemple, euh, par exemple, ok, qui y a pensé? Personne. je pense pas que ce soit dans l'ordre du réalisable. En tout cas, maintenant. D'accord, ok. Donc pas de retour du mégalodon, mais le mammouth, le rhinocéros laineux ou le tigre à dents de sabre, c'est pas exclu. D'ailleurs, il me semble que c'est dans les objectifs de Colossal Bioscience de step up un peu le game, parce qu'apparemment les éléphants d'Asie ressemblent pas mal aux mammouths, donc il y a quelque chose à Oui, jouer.
tout à fait. C'est l'espèce, d'après les analyses génétiques, c'est l'espèce la plus proche. Maintenant, ramener Smilodon et utiliser, j'imagine, des lions, des tigres comme étant une base, c'est, je pense, une très 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 mauvaise idée. Et la bestiole qui va ressortir va absolument pas ressembler à un Smilodon, vraisemblablement. Déjà, le loup sinistre qu'ils ont ramené, c'est pas vraiment un loup sinistre, c'est un loup gris avec des trucs en plus. Donc, mais c'est clair que c'est fascinant quand même ce qu'ils font. Au final, c'est Mais ils peuvent pas dire que c'est des loups sinistres. comme dans Jurassic Park, hein. Techniquement, ils le disent dans le film, c'est que Il y a des c'est des grenouilles. machins qui ressemblent à des dinos, mais avec de l'ADN de grenouilles ou de crapauds De en plus. grenouilles, ouais. Donc, voilà, voilà. Mais si ça ressemble, nous on est content. L'âge Ah de oui, glace c'est vrai. park. Voilà. L'ère glaciaire park. Bon, eh ben, il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, à part cette question de résurrection de requins. Il est 15h56, ce qui est un horaire tout à fait convenable. Moi, je suis satisfait. C'était tout à fait intéressant. Je te remercie encore de t'être prêté à cet exercice. Et je pense qu'on va pouvoir dire au revoir au chat. Je rappelle à ceux qui nous écoutent sur Spotify ou YouTube qui peuvent s'abonner, même sur Twitch d'ailleurs, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre des j'aime, des étoiles, des commentaires, enfin faire vivre la chaîne. Voilà, on te dit merci. Moi aussi, je te dis merci et je te Et souhaite. merci de m'avoir reçu et merci de m'avoir écouté. Mais pas de soucis, ça me fait plaisir. Et donc, je mets fin au stream maintenant.